à des enjeux méthodologiques. Et donc, voilà, je crois que c'est un grand privilège d'avoir parmi nous Jean pour une conférence suivie d'une discussion. On peut se donner jusqu'à 6h15, quelque chose comme ça. On ne va pas la faire trop longue non plus, parce que nous savons que vous êtes tous fatigués, comme moi d'ailleurs. Et donc, je donne tout de suite la parole à Jean Pénef. Merci. Merci. Je voulais faire, moi, si on n'a pas le temps de discuter après, de la publicité pour 2 livres. Celui-là de Daniel Seyfaï, L'engagement ethnographique, sur des questions que vous avez posées ce matin, l'éthique, l'engagement, etc. Je vous suggère de le lire, mais je vous le dis, c'est un livre très riche, fait de traductions et de commentaires des positions des sociologues américains qui, depuis 100 ans, travaillent sur l'observation. Donc, c'est pointu, très technique, mais tout de même clair et juste comme attitude et réflexion. Et puis un petit livre qui est à l'opposé, complètement à l'opposé, qui est simple, direct et convaincant, percutant, c'est Comment parler de la société, que vous connaissez probablement, de Becker, à la découverte, et qui met la sociologie, non science évidemment, mais discipline assez rigoureuse, sur le même plan que le cinéma social, le roman, les symboles mathématiques, les statistiques, le cinéma, le théâtre, la géographie, etc. Toutes les disciplines qui parlent de la société, avec leurs armes, leurs rigueurs, leurs méthodes et leurs objectifs. Elles sont toutes sur le plan d'égalité et elles sont comparées dans ce livre. C'est très intéressant. C'est une vieille idée de Becker de ramener la sociologie à sa juste place, c'est-à-dire une façon de parler des autres et de l'organisation qui demeure honorable, mais qui ne doit pas exiger ni le monopole, ni la prétention scientifique. C'est bien sûr ma position depuis 50 ans que j'y suis, ayant vu tellement d'escroqueries et de faussaires. Bon, le métier de chercheur, bon, est-ce que c'est un métier d'abord dans les sciences sociales, hein, je sous-entendu, est-ce que c'est un métier? Je ne suis pas sûr. Becker, quand il dit « il faut le couper par de l'enseignement », il faut également, de temps en temps, enlever la pression sur soi en faisant autre chose. Il ne faut pas se consacrer à vie à la recherche. C'est tuant. Et beaucoup y perdent la vie. En tout cas, sont désemparés. C'est un métier qui est chercheur, qui ne devrait pas être un métier comme ceci, donc de fonctionnaire, mais par étapes, par moment, des individus devraient être choisis pour passer 5, 10, 15, 20 ans dans une organisation et puis faire autre chose à d'autres moments. Alors les enseignants le font. Ils sont de plus en plus, d'ailleurs, impliqués par les tâches d'enseignement, de pilotage et d'aide aux étudiants qui mangent leur temps de recherche. Ça, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire les recherches que j'ai faites avec les effectifs, la demande des étudiants et les problèmes administratifs qu'on nous impose. Ça serait impossible. L'université que j'ai connue était bien différente. Elle n'était pas élitiste. J'avais des enfants à Nantes d'ouvriers, de paysans, mais c'était de moindre poids et c'était pas une université de masse. Alors, j'ai rien contre la masse, mais il faut se donner le moyen de la traiter correctement. Alors, c'est peut-être une bonne question de se dire, mais qu'est-ce que c'est d'abord qu'être chercheur? Y a-t-il une définition? Non, bien sûr. Bien sûr que non. Nous cherchons tous, dans la vie de tous les jours, nous sommes des chercheurs, nous cherchons des solutions aux problèmes psychologiques, sociaux, économiques, professionnels que nous rencontrons. Il n'y a pas de raison de penser que les gens qui sont à la recherche d'un emploi ou à la recherche d'une promotion ou pour résoudre un problème dans le bureau où ils sont ou dans la chaîne de production où ils sont, ne soient pas des chercheurs. Nous sommes tous à un niveau différent, avec des formes différentes, des chercheurs. Il faut reconnaître ça. Ça, c'est le principe du pragmatisme. Il n'y a pas de pensée sans action. C'est l'action qui fait la pensée. Et depuis que l'homme existe, c'est l'action qui a dominé. La pensée suit, et quelquefois, elle ne suit pas, etc. En tout cas, on agit d'abord, on délibère après. Voilà le principe de William James et des pragmatistes américains
dont vous savez que l'École de Chicago, les observateurs participants sont très proches. Alors j'aurais voulu présenter 3 cas de discussion sur la recherche d'un point de vue d'empirisme radical. C'est-à-dire on part de la base, on part des contraintes matérielles, on part des conditions d'existence de ce que c'est le métier de chercheur et la sociologie. J'aurais voulu donc qu'on se pose la question d'abord de l'argent. D'où vient l'argent de la sociologie? Où va-t-il? Comment est-il distribué? Qu'en est-il fait? De quelles sommes nous disposons? L'argent, c'est le pilier de la société, c'est le nerf de la guerre. Vous savez aujourd'hui qu'on ne parle plus que de ça, à la télévision, etc. Où on va le chercher, où on va le prendre, etc. À qui on va l'emprunter et à quel taux. Donc j'aurais voulu qu'on parle de ces questions financières. J'aurais voulu également qu'à ce sujet, on regarde l'organisation des financements libres, contraints, appels d'offres, contrats, publics, privés, qui décident, qui le répartit à l'intérieur des laboratoires. Et puis la grande question, et j'espère ne pas vous choquer, mais les Américains l'ont posée il y a bien longtemps, je pense à Julius Roth, il y a 60 ans, y a-t-il une exploitation de la main-d'œuvre jeune dans les laboratoires de sociologie? Voilà, y a-t-il de l'exploitation chez des étudiants, des jeunes chercheurs, etc. Comment se fait le partage des finances et des profits symboliques de la recherche dans les laboratoires? Eh bien, Julius Roth, qui était étudiant à Chicago, a étudié ça en se faisant embaucher dans une université, dans un laboratoire qui faisait des sondages et des enquêtes. Il a regardé les procédures par lesquelles les étudiants évitaient le plus dur, falsifiaient les questionnaires, inventaient de faux répondants, etc., pour gagner de l'argent vite, et que ça fait des grandes enquêtes à sociologie après pour les quantitativistes. Ça fait des enquêtes formidables. J'ai vu exactement la même chose chez mes collègues à Nantes et à Aix-en-Provence. Refiler le travail aux étudiants, récupérer les résultats et les publier sous son nom. Alors, je pense que les droits d'auteur ne sont pas énormes quand même, je connais la sociologie, mais le principe m'a paru toujours, moi, immoral. Et je n'ai jamais pratiqué. Je n'ai jamais embauché un étudiant, je n'ai jamais utilisé le travail d'un étudiant, son devoir, etc. Et j'ai voulu travailler seul. Alors, ce problème de seul ou du financement total, c'est un continuum. Moi, j'ai préféré, au nom de la liberté, m'autofinancer, c'est-à-dire faire des petites recherches, pas trop coûteuses, impliquant aucun personnel, sinon l'aide de ma femme, mais elle n'est pas là pour se plaindre, mais elle peut se plaindre parce qu'elle s'est tapé des petits trucs ou des codages, etc. Eh bien, c'était évidemment mineur, ça pouvait être des monographies, c'était sans ambition, ça n'a pas eu de grands échos, mais en tout cas, de ce côté-là, je n'ai pas reçu un centime du contribuable français en 50 ans de recherche. Et je m'en fais une gloire. Pourquoi? Parce que j'avais un salaire d'enseignant. J'avais un privilège. Ce privilège, je le reconnais, m'a permis de financer mes recherches. Mais c'était fait pour ça, un salaire d'enseignant-chercheur. On me demandait 2 ou 3 jours de travail à l'université, mais j'avais 2 ou 3 jours libres pour mes recherches. Par conséquent, il était compris dans mon salaire. Je n'avais rien à demander. Je n'ai pas, ni pour la médecine, ni aucun sujet, dépendu du moindre contrat. C'était le prix de la liberté. C'est le prix de l'indépendance. Si vous ne demandez pas d'argent, pas de contraintes, pas de règles, pas de nécessité de rendu, pas de délai, pas de deadline, et vous êtes libre. Vous êtes libre d'abandonner une recherche parce qu'elle échoue, elle est en train d'échouer. Vous êtes libre de la remettre, vous êtes libre de la laisser en sommeil, vous êtes libre de ne pas publier, de l'avoir. J'en ai 1 ou 2 dans mes cartons, je ne les ai pas publiés. Mes étudiants sont en train de le faire puisqu'ils récupèrent tous mes papiers. Donc, libre à eux. En tout cas, de ce côté-là, moi, je pense qu'il faut être clair et net. Clair et net. Nous n'avons pas les avantages du financement à l'américaine. Becker dirait, oui, moi, j'étais financé par des fondations privées. Ce qui veut dire liberté quasi totale. Il vous le raconterait, Becker. Il vous dirait, ça a changé en 2000, 90-2000. Mais moi, il dirait, Becker, mais vous l'interrogerez, il vient souvent, j'ai pu bénéficier de 1945, quand j'ai commencé à être l'élève de Hughes et son chercheur préféré, j'ai commencé à des petits contrats que Hughes avait à Kansas City, etc. Et donc j'étais ce qu'on appelle une petite main de chercheur.
Mais il a fait le grand livre sur la médecine qui s'appelle Boys in White, qui sont les étudiants de médecine de la fac de médecine de Kansas City, Kansas. Et il a fait un livre en restant 2 ans parmi les étudiants de médecine, en vivant avec eux, en suivant les cours, en faisant les autopsies ou les dissections. Bon, c'est un grand livre sur la médecine, n'en parlons pas. Alors il y a entre cette position un peu intransigeante, mais qui m'est personnelle et que je n'imposerai pas aux autres, surtout à ceux qui n'ont pas d'emploi et qui recherchent du travail, qui veulent vivre, et je pense aux jeunes, là évidemment, c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se payer, et je leur dis de ne pas hésiter, s'ils ont un bon contrat, s'ils ont de bonnes conditions, d'autonomie, etc., qu'ils en profitent, bien sûr. Je parle des privilégiés que nous sommes, et pas de ceux qui voudraient le devenir, mais qui ne le sont pas encore, et qui pour longtemps ne le seront pas. Il faut regarder également le financement des organisations des labos. Ça, c'est très intéressant. Ce qui se passe en dessous dans les labos, c'est passionnant. Et donc là, si vous faites l'observation participante, il faut aller regarder immédiatement les archives, aller regarder les livres de compte. Marx, quand il commence une enquête, il dit « Qui détient les finances? Où c'est le banquier? Combien est payé un tel et un tel? Où sont les luttes entre les banques? Que fait la bourgeoisie financière par rapport à la bourgeoisie industrielle ?» Tous ces textes commencent comme ça. Il n'y a pas d'enquête sans question d'argent. C'est l'argent, forcément, qui domine le monde. Enfin, ce n'est pas maintenant qu'on le comprend. Donc, c'est passionnant de regarder immédiatement, dans le lieu où on travaille, de savoir qui détient la signature pour rembourser ceci, acheter cela, payer un tel, faire un extra, payer une sortie à tout le service, etc. C'est évident. Je ne l'avais pas fait dans le premier livre sur un service d'urgence, je l'ai fait par la suite, et évidemment, on découvre des choses astronomiques, bien sûr. Donc, je laisse la question ouverte, là, sur les contrats libres, les appels d'offres, et probablement les variations qu'il y a d'un pays à un autre, et d'une ville, et d'un labo à un autre. Je viens à la question seconde. La liberté du chercheur, ça implique quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il a un droit à l'indépendance totale? Il peut faire ce qu'il veut dans la mesure où il ne nuit pas à quelqu'un, etc. Ou reçoit-il des ordres, des directives? On lui impose une stratégie. J'ai vu beaucoup de jeunes chercheurs être démoralisés, démobilisés et s'écarter de la recherche par le poids que des chercheurs plus âgés faisaient peser sur lui, étant donné qu'eux ne connaissaient pas le terrain, ne voulaient pas sortir du bureau, mais lui ramenait des choses intéressantes du terrain et on les récusait. Je l'ai vu faire à l'INSEE. Je vous signale là d'ailleurs que j'ai fait une observation participante à l'INSEE, qui est la grande statistique française, et je suis allé voir comment étaient faites les enquêtes en me faisant embaucher. Je suis rentré là. Et donc, j'ai bien vu que les enquêteurs, dont moi, qui me faisais passer pour tel, avec un autre, eh bien, on remplissait comme on pouvait pour aller vite. Et on répondait souvent à la place des personnes, comme vous le savez, et comme on le fait toujours, car dans la plupart des cas, on ne peut pas faire autrement. Donc, sur cette question, c'était simple. Je dirais tout de même que cet article sur les chercheurs, à la recherche des chercheurs, cet article n'a pas pu paraître en France. Hein. Il a paru aux États-Unis dans une revue très connue. Mais il est pas... Je signale aussi que ce que j'ai raconté sur l'Algérie en France ce matin, qui s'appelle Fieldwork in Algeria, Fieldwork in Algeria, est un article aussi que vous ne trouverez pas en français, que j'ai publié en anglais. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une censure, ce qui veut dire qu'il y a une pression, qu'il y a des difficultés. Il n'est pas facile d'être hors du courant en France, ça c'est évident, et de moins en moins. Bref, je reviens à cette question. Quel degré d'autonomie vous aurez ou vous avez quand vous prenez la part d'une recherche qui ne vous appartient pas en totalité? Est-ce qu'on vous laisse libre de déterminer les enquêtés, les modalités d'approche, la façon dont vous allez un petit peu remettre le contexte dans le rapport rendu, pour parler du contexte au lieu de donner les données brutes, etc. C'est intéressant, et vous serez intéressé de savoir aussi si les gens qui ont commandé cette recherche pour vous retiennent vos suggestions, vos idées et vos remarques au sujet des conditions de la passation et de l'obtention des données. Notre point de vue
tout à fait matériel ici, matérialiste, est de dire il n'y a pas de données dans l'absolu. Les données, c'est ce qu'on veut trouver, c'est ce qu'on cherche un peu, c'est ce qu'on va recueillir. Et les données font pourtant les théories. Mais ces théories sont fragiles parce qu'elles dépendent de données tout à fait hétéroclites, dont on ne connaît jamais les conditions d'extraction et de fabrication. Il y a également en aval des données les idées, les projets, les cadres dans lesquels ces idées de recherche sont conçues, imposées de l'extérieur, imposées par des chefs, des patrons de labos, ou au contraire organisées par des individus librement indépendants et dans des collectifs d'égaux. Car le problème de la recherche seule, non financée, le problème de la recherche hors des institutions, là où je me suis placé toujours volontairement, hors des institutions, sans jamais avoir une autorisation, une demande à faire à mon labo de recherche, à ma faculté, hors autorisation, peuvent conduire à la solitude totale et à des erreurs, à des fautes. Donc, on ne peut pas se lancer comme ça. Il faut vivre dans des petits collectifs d'égaux, des petits collectifs de pairs, qui ne sont pas supérieurs, qui sont du même âge, 3, 4 ans de différence, qui ont la même expérience, qui ont les mêmes publications à peu près. C'est ce que j'ai vu aux États-Unis. Je l'ai appris. Quand, une fois un peu fâché avec Bourdieu, et ne trouvant pas dans les 3 autres extraordinaires stars de la sociologie française qui, à mon époque, se partageaient l'espace, le terrain, Boudon, Crozier, évidemment Touraine, et qui se battaient avec Bourdieu, Bourdieu seul contre les 3. Enfin, c'était de beaux combats, homériques. Et il s'épuisait, évidemment, peu importe. Nous étions triste de voir que tant de force était gaspillée, que tant d'énergie était distribuée là, dans des querelles de personnes, des sectes, la fabrication de sectes et de chapelles. Et quand nous avons, au retour d'Algérie, cherché des sociologues qui pouvaient nous inspirer, l'un de nous, qui s'appelle Chapouli, nous a dit il faut regarder aux États-Unis. Moi, j'ai entendu parler d'Everett Hughes, j'ai entendu parler de Becker, etc. Allons voir. J'étais le premier à partir. Je suis parti pendant 2 mois. J'ai fait le tour de toutes les universités américaines, ou presque. Et chaque fois, j'ai fait 2 ou 3 interviews des gens les plus connus dans l'optique de Chicago. Et là, surprise des surprises. Je frappe dans une université, j'arrive, mais elle peut être célèbre à Chicago, à Los Angeles, à la Joya, à San Francisco. Je frappe. Je vois un nom sur le Sicourel, je vois Garfinkel, je vois Gusfield, je vois des grands noms, je vois Freyson à New York, etc. à la porte. Et je vois Becker à Chicago, mais dans le nord, à Evanston. Je frappe. Voilà, je me présente. Je suis un jeune Français, enfin j'ai 40 ans. J'ai rien fait. Je suis provincial. Je suis inconnu. Je n'ai rien produit. Et je voudrais vous interviewer, parler avec vous un moment. Très bien, rentrez, asseyez-vous. Essayez de faire ça avec un patron en France. Enfin, moi, je voyais les patrons à Nantes où j'étais, à Aix où j'allais aller, et j'imaginais à Paris ce qu'on me disait à propos de Bourdieu, patron, etc. Il y a 4 ou 5 filtres, des demandes, il faut faire... Enfin, ce sont des hommes d'État. D'ailleurs, ils luttaient pour le pouvoir d'État, là, puisque les crédits qu'ils avaient, c'était des crédits d'État. Donc, c'est un autre monde. Et là, effectivement, j'ai réalisé une vingtaine de bandes qui sont précieuses, que je laissais dormir, mais qui sont les premières questions que nous nous posons sur la sociologie américaine. Et ils nous dévoilent effectivement une autre sociologie qui n'a aucun rapport avec ce qu'on avait entendu, dont on avait entendu parler, c'est-à-dire de Talcott Parsons et de Merton. On n'avait entendu parler que de ça, en gros, plus Lazarsfeld pour l'enquête de grande série. Donc, on découvre un monde passionnant. Everett Hughes, je l'ai vu avant de mourir, 3 mois, un homme digne, grand, droit, il se met au piano pour me jouer quelque chose, du classique, etc. Sympathique, tous ouverts, extrêmement bien intégrés dans la société, ayant des vues pertinentes surtout, ce qui n'existait pas de notre côté. Qu'est-ce qu'il y a en France? Informez-nous, racontez-nous. Ils étaient curieux. Nous, est-ce que nous étions curieux quand on invitait un professeur? J'ai fait venir en vacances avec sa femme Becker en 85, chez moi, à Nantes, dans une petite maison qu'on habitait avec ma femme et mes enfants.
J'aurais voulu qu'il soit invité par le département. J'en ai parlé à mon patron, le chef du département. Il y a Becker chez moi. On pourrait faire un pot, on pourrait lui demander deux ou trois choses, etc. Qu'est-ce que c'est? Il est marxiste? Non. Allez, hop. J'étais sous la coupe d'un marxiste convaincu, un communiste stalinien, et donc il n'était pas question d'ouvrir la porte à... Bien sûr, tous les Américains étaient des libéraux, tous les Américains étaient des vendus au capitalisme, tous les Américains étaient, au point de vue de la sociologie, en retard. Bien sûr, puisque c'est nous qui l'avons fondé, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons divulgué, la sociologie. C'est comme le football, on a tout inventé. Donc, nous sommes les meilleurs partout, puis un jour, on se trouve assis par terre. Si, parce que c'est pas, le résultat n'est pas négatif. S'il peut permettre un coup de balai, je vous assure que je serai le premier à le donner. Mais il ne sera pas donné, parce que c'est le poids des institutions. Quand tant d'intérêts sont associés rigidement, je vous assure qu'il faut des morts pour que ça bouge. Donc, on a trouvé notre monde et on a commencé à les traduire. Et Becker a fait une seconde carrière en France, une très belle carrière, et je suis content pour lui. D'ailleurs, il est très heureux, il vient 3 mois par an, et il est invité partout, il est très heureux, il vient ici, il vient à Lausanne, il vient à Grenoble tous les ans, il vient à la maison aussi. Bon, il connaît ma femme et mes enfants, il est très heureux. Il s'est remarié, il a perdu sa première femme. C'est un beau couple quand même, il a 80 ans, sa femme en a 50. C'est un beau couple sympathique, ouvert, accueillant, etc. Voilà. Et donc, nous avons trouvé une sociologie qui nous allait. Elle était humaine. Elle était faite de gens qui ne se prétendaient pas les maîtres du monde, savoir tout sur le monde, qui étaient inquiets de leur certitude, qui étaient curieux de tout, et ouverts, etc. C'est une bonne école. Ensuite, cette école de Chicago donc, nous a démontré qu'on pouvait faire quelque chose. Dans le livre dont monsieur a parlé, là, j'ai essayé de la relier à quelque chose qui est inconnu en France. Je ne sais pas si c'est inconnu en France, en Suisse, c'est-à-dire le pragmatisme. C'est une grande philosophie que Durkheim avait éliminée et qui n'a pas pu réapparaître en France, et qui est une grande philosophie. Maintenant, elle est traduite. Lisez William James. Lisez John Dewey. Ça s'écrit Dewey, on dit Dewey. Lisez Peirce. C'est une grande philosophie. Vous la comprendrez tout de suite. Pour moi, c'était un événement. J'ai compris à la première page William James. Je l'ai suivi jusqu'à la fin, j'ai tout compris. Alors là, je me disais, ou c'est un génie, ou c'est lui qui en est un. Bref, ça, le pragmatisme, c'est le soutien, la racine de la sociologie concrète de Chicago. C'est la force de l'empirisme radical qu'ils ont inventé par la suite. C'est-à-dire l'induction, le caractère concret des choses, l'étude des processus et pas des états fixes. Il n'y a pas d'état fixe en société. Tout est processus, tout est changement. Et par conséquent, il ne faut prendre que des étapes de A à B. On ne voit des choses que de A à B. On ne peut rien dire d'avant, on ne peut rien dire d'après. En tout cas, la qualité des relations que nous avons créées ont changé complètement notre genre de vie, notre façon de concevoir la sociologie. Nous l'avons faite à ce moment-là avec plaisir, en se foutant pas mal des résultats, en se moquant des mauvaises recensions et du risque qu'il y avait en important une sociologie étrangère en France, risque qui est cher payé, que d'autres sociologues avaient payé. Je pense à Gabriel Tarde devant Durkheim, c'est d'importer donc des sociologies anglo-saxonnes, empiristes ou positivistes. Et ce risque, nous l'avons payé modérément par le fait que nous avons eu une carrière moyenne. Ce n'est pas grave. Une carrière moyenne, ce n'est pas grave. Et pas une carrière gigantesque ni prestigieuse. Nous n'avons pas été à la tête de revues, ni dans les comités de rédaction, nous n'avons pas été dans les grands labos, la Société française de sociologie, nous n'avons été dans aucune institution. Mais nous avons été des profs ordinaires et nous avons eu des résultats ordinaires avec les étudiants et nous avons fait notre chemin avec des œuvres moyennes, tout à fait ordinaires. Et c'est tout ce qu'on avait visé et nous sommes heureux maintenant tous les quatre, avec beaucoup de jeunes chercheurs agrégés quand même, quand on se retrouve, de se dire, et c'est le bilan que je tire à la fin du livre, puisqu'on s'était donné à peu près 3 grands objectifs quand on attaquait à 30-40 ans ce nouveau projet. Faire la critique rationnelle
et profonde des statistiques, de l'usage des statistiques en sociologie. C'est-à-dire voir comment les statistiques étaient produites à partir du concepteur du questionnaire jusqu'à celui qui analyse les tableaux, en étudiant donc les passations, etc. Et faire une critique, mais c'était une reprise des États-Unis. Ensuite, de mettre en avant, de créer un courant de sociologie française de l'observation. On a un peu gagné. Il me semble que dans les départements, dans les vues de thèse des étudiants, 20 à 30% des étudiants aujourd'hui sont conquis, acquis. C'est pas rien. Il y en avait 0 quand on a commencé. 20 à 30%, c'est pas rien. Et puis un autre grand projet. J'y reviendrai une autre fois peut-être, mais c'est important. Celui-là, il nous est original. Et parce qu'il n'est pas américain. C'est associer histoire et sociologie. Il n'y a pas de sociologie sans histoire. Il ne devrait pas y avoir d'histoire sans sociologie. Je veux dire par là rapidement qu'au moins quand on est sur un site, sur un terrain, il faut connaître les 30 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve un type là, un médecin, mais qu'est-ce qu'il a? Un procès derrière lui, il y a 30 ans, une histoire de meurtre, etc. Je veux savoir, dans le secteur de la médecine où je suis, d'où viennent les gens que j'étudie et que je vois, dont je vois les interactions. Alors, il y a eu un grand livre, Observer le travail en histoire et en sociologie, qui est une compilation de communication d'un colloque à Aix. Si vous tombez dessus, vous verrez des choses. L'histoire, c'est très important. Les Américains arrivent en faculté sans philosophie, et ça, c'est un bienfait. Ils n'ont jamais fait de philosophie dans le secondaire. Donc, que le dit Becker, il n'avait jamais ouvert un livre de sociaux, un livre de philo avant de rentrer en sociaux, alors que nous, vous savez, nous avons recruté tous nos sociologues parmi les meilleurs philosophes. Le recrutement, c'est d'abord les philosophes. Aron l'avait dit, on prend les meilleurs de l'ENS et de l'agrégation, et tous les ans, on les met en sociaux. Donc, chez nous, c'est les meilleurs de la socio qui sont allés. Alors, c'est un bonheur ou un malheur à voir. En tout cas, on a eu ça. Becker n'a jamais vu un philosophe dans sa vie de secondaire, pourtant un très bon lycée de Chicago, et également le mauvais enseignement de secondaire, y compris dans son lycée, me disait, du point de vue de l'histoire. L'histoire n'est pas enseignée aux États-Unis. Elle commence à la guerre de sécession et c'est tout. Nous avons la chance d'avoir un secondaire, je parle en France, de très grande qualité. Nous avons des écoles historiques de très grande qualité. Il faut se taper des livres d'histoire. Et quand on en a marre de faire de la socio, vous prenez un livre d'histoire. Là, j'en lis 1, 2, je reprends la Révolution française parce que je pense que l'époque nous remet en position de bien comprendre ce qui s'est passé en 87, 88, 89, parce que quand même, c'était l'effarement, la panique à bord aussi, c'était la faillite, la banqueroute. Louis XVI ne sait pas quoi faire. D'une part, la richesse immense de la cour et de l'Église, et d'autre part, la faillite totale de l'État. On est dans la même situation. Il y a des îlots de richesse en France inouïs, mais les caisses sont vides. Bref, c'est intéressant de relire l'histoire. J'ai relu La Commune pour faire le dernier livre. J'ai relu évidemment d'autres livres. Et j'ai repris 36 aussi, le Front populaire, évidemment, qui avait été étranglé, puisque vous vous souvenez que Léon Blum a dit « Je me suis écrasé sur le mur de l'argent », écrasé par la fuite des capitaux, etc. La fuite des capitaux ou l'arrivée des capitaux, c'est la question de la survie d'un gouvernement ou de sa fin. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur le métier de chercheur. Prenez votre envol, prenez votre indépendance et surtout, ayez confiance en vous. Le risque que nous avons pris, nous, ils étaient petits, c'est de nous faire marginaliser. On ne l'a pas subi vraiment, mais on s'est fait confiance. On s'est fait confiance à plusieurs. Seul, on ne peut pas se faire confiance. On se met à 4 ou 5 et on fait une entreprise. On fait une entreprise de recherche. Alors, il ne faut pas de grands égos, il ne faut pas de questions d'orgueil, il ne faut pas de questions de classement, ni de vanité. Il faut savoir se dire la vérité en face. Il y en a un qui déconne, on le dit, qui déconne. Il déraille, ça arrive à tout le monde. Il faut faire des groupes comme ça. Et moi, dans mon livre que vous verrez peut-être, je dis, il faut reconstituer ce qu'a fait Marx. Quand il appelle Engels à toute vitesse en 1949, quand il est apatride, chassé de France et expulsé de Prusse, et il se retrouve à Londres. C'est magnifique, les bibliothèques, c'est magnifique. Ils ont des données sur la classe ouvrière, c'est magnifique. Viens vite, il faut se mettre au travail. Et voilà ce que je vous dis. Venez vite, les données sont là, elles sont partout, il suffit de les trouver. Allez vous mettre au travail, en groupe. Et faites comme Marx et Engels, des réseaux. Constituez des milliers de petits Marx en réseau. Quand vous aurez fait ça, la révolution sera finie. Ce n'est pas la peine de la tenter. Des milliers de petits Marx en réseau. Ça veut dire
épaulez-vous, aidez-vous, travaillez en commun, échangez des informations. Vous avez tous une vision partielle de la société, mais juste, confidentielle. Vous avez trouvé un secret, une archive, etc. Échangez, mettez-les en commun et travaillez ça. Et mettez-les sur le net, ou faites autre chose. Et puis vous rencontrerez d'autres réseaux. Et puis ces réseaux grandiront, ils feront un fleuve immense qui emportera tout. Voilà. Bien, merci Jean pour ce message qui est un peu un témoignage et puis aussi une déclaration. Ce qui me frappe quand même, c'est que tu es un drôle de solitaire. Hein. Tu es vachement intégré dans le mouvement collectif, y compris dans le monde des chercheurs. Et je le dis pas seulement en boutade, il y a une manière de faire collectif qui respecte les singularités, peut-être. Oui. Et c'est peut-être ça dont tu nous portes témoignage. D'accord. Être perso dans un collectif. Et effectivement, au football, c'est ce qu'on m'a loué de ça, d'être perso dans un collectif, c'est-à-dire de ne pas être trop perso, mais de jouer collectif. Oui. Alors qu'il y en a qui sont trop perso et d'autres trop collectifs. Et donc, il faut être perso dans un collectif. Voilà. Oui, d'accord. Bon, alors, si c'est une image sportive, ça me convient. Bien, je donne la parole à la salle. Vous avez sûrement des remarques, des questions. Vous êtes tous un peu impressionnés, bien sûr. Oui. Je fais passer le micro parce qu'on est en train d'enregistrer. Bonjour, je m'appelle Michel Grossetti. J'ai beaucoup aimé votre présentation, à laquelle on peut se reconnaître pour beaucoup autour de la revendication des dynamiques, du lien avec l'histoire, etc. Mais au sujet de l'argent, j'ai beaucoup culpabilisé au début de votre exposé parce que j'ai fait beaucoup de contrats financés par des ministères. Et j'ai même dirigé une équipe de recherche. Alors, si vous voulez, je me suis dit, c'est terrible, on ne fait pas le même métier avec le monsieur qui parle à la tribune. Il faut absolument que je change ma façon de faire. Puis après coup, je me suis dit, mais est-ce que de faire des contrats, ça m'a fait changer mes résultats, mes conclusions, ma façon d'interpréter les phénomènes? Alors j'ai réfléchi un peu pendant que vous parliez. J'ai pas trouvé. Alors je suis peut-être naïf, hein, j'ai mal, certainement inconscient de l'influence de l'argent et du financeur sur les résultats, mais en tout cas mon expérience est tout à fait différente. Et en matière de direction de labo, j'ai pas le souvenir d'avoir utilisé un seul euro du laboratoire pour mes propres recherches, ce qui est une contrepartie d'ailleurs de l'existence des financements sur contrat. Alors du coup, je me suis dit, votre témoignage, il est certainement vrai, mais est-ce qu'il se généralise au-delà d'une génération qui a été complètement structurée par les grands mandarins que vous avez cités et contre lesquels vous avez eu parfaitement raison de vous battre? Mais du coup, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. Alors comment maintenant repenser la question de l'argent et le métier de chercheur? Non, franchement, je pense que c'est pire aujourd'hui que hier. Franchement, les sommes qui sont allouées, qui circulent dans le monde de la sociologie sont sans commune mesure avec ce qui existait il y a 20 ou 30 ans. Pardon. Il est tout petit, là, celui-là, mais... Oui. Alors... Ça, voilà, sagement. Moi, je vais récupérer ça. Voilà. Voilà. Donc, vous entendez bien là? D'accord. Non, les sommes acquises aujourd'hui sont faramineuses par rapport à ce que nous pouvions posséder. Je vous signale qu'il y a le travail d'un chercheur qui s'occupe, outre sur des questions de méthode, également de médecine. Il est rentré, lui, en observation participante dans une caisse de la CNAM, c'est-à-dire primaire d'assurance maladie. Il regarde les remboursements par médecin. Il voit des médecins qui se font rembourser 10 fois plus qu'un autre pour le même travail, etc. Bon, ça, c'est une pièce de la conviction qui sera forte quand il la publiera. Bref, je voulais dire que ce chercheur, une de ses premières recherches, c'est de regarder quel argent, comment il a été distribué et à qui par les grands centres de recherche État, ministère, Cordès et un autre dont je ne me souviens pas le nom, qui distribuait l'argent de toute la recherche en France dans les années 60. Oui, c'est un article qui est apparu dans Genèse. Alors, il a les noms, les labos, les gens, les sommes qui ont été affectées et les directeurs de laboratoire. Vous voyez que les 4 chefs se partagent à peu près toujours tout.
Donc, deuxièmement, les labos de province n'existent pas. Troisièmement, derrière la grande bagarre de façade, les grands chefs s'entendaient à merveille et donc récupéraient pour... etc. Mais les sommes étaient relativement faibles et je peux dire même que là, vu l'œuvre des gens dont on parle et de leurs élèves, il y a eu du produit. Ce produit ne peut pas toujours nous convaincre, mais il y a eu du produit. Aujourd'hui, on est dans une toute autre phase. L'argent coule de partout. Il y a des gens qui viennent de la part de l'industrie solliciter des chercheurs à l'université, etc. On peut signer n'importe quoi, faire n'importe quoi pour que tel homme politique, etc., ait un vague rapport qu'il foutra à la poubelle, etc. Mais il aura ça pour faire peur aux journalistes dans son tiroir, etc. Non, la situation est grave aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que toute la sociologie est corrompue. Non, loin de là. Je dis qu'elle est de plus en plus corruptible. Voilà. Mais je me garderai de donner des leçons, car ce n'est pas parce que j'ai eu la chance de me tenir à l'écart que je n'aurais pas réagi d'une manière différente si je n'avais pas eu d'emploi, si les études de mes enfants m'avaient coûté cher, ou etc., si j'avais eu des dépenses astronomiques. Je ne sais pas comment je ne donne pas de leçons. Je dis simplement qu'il y a un moyen de savoir ceci, c'est dans quel sens vous faites gérer les comptes par le labo, par les chercheurs, par le collectif. Voilà, la question serait là. Comment vous faites vérifier ces comptes-là? C'est cette question. Mais on ne va pas l'entamer, je vous fais confiance. Vous avez abordé la question au début, puisque ça fait partie des métiers de chercheurs. Voilà, d'accord. Juste pour préciser, dans les contrats que j'ai faits pour des ministères, je n'ai jamais touché un centime sur mon propre salaire. C'était de l'argent pour organiser de la recherche, pour construire des données. Vous êtes un bénévole, alors Non, je fais comme la plupart des chercheurs qui font ce genre de choses. Mais vous êtes en France ou en Suisse? Non, je suis à Toulouse, en province, vous voyez. Donc vous n'êtes pas le seul à venir de la province française. Mais parfois, je suis chercheur au CNRS, donc fonctionnaire comme vous. Donc, j'ai mon salaire comme vous, et je n'ai jamais touché 1 euro en plus de mon salaire. D'accord. Et comme la plupart de mes collègues qui font des contrats, ça permet simplement de construire des données d'une autre nature parfois que l'observation participante, mais il y a des problématiques pour lesquelles c'est utile. Oui, maintenant, c'est utile de construire des statistiques faites par des chercheurs et pas par l'administration. Par le privé. Le CNRS maintenant. Voilà, c'est pour ça que ça vaut la peine de distinguer les choses. Mais ne rentrons pas dans une querelle franco-française. C'est pas une querelle, c'est une précision. Mais je ne jette la pierre à personne. Je dis qu'il y a un grand danger qui va probablement s'accroître vu les sommes et les évaluations qui vont rentrer dans le cadre de l'utilisation de cet argent. Pour revenir au Nantais, au jeune Nantais dont je parlais, qui a fait cette enquête sur les financements de la sociologie française dans les années 60. Genèse, c'est publié il y a 5 ou 6 ans. Son nom, c'est Philippe Masson. Philippe Masson, retenez bien son nom. Et il a fait un livre. Il a fait un livre qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle « Faire de la sociologie ». Il a pris 10 ou 11 grandes enquêtes françaises des années 50 à 2000. Là-dedans, vous trouverez Bourdieu, Crozier, Touraine, Dubé, Chambordelot, Morin, etc. Et il a regardé les conditions matérielles de ces enquêtes. Qui fait le travail de terrain? Qui fait le codage? Il regarde également le financement. Parce que la question du financement est très importante. Il regarde si ça a coûté de l'argent à l'université, au CNRS, ou à des labos privés ou publics, ou d'autres, etc. C'est une analyse matérialiste de la recherche. La recherche n'est pas quelque chose de pur, qui est un matériau qui nous tombe du ciel. C'est un produit qui subit les inflexions du capitalisme et de la société dans laquelle cette recherche se produit, se déroule. On ne peut pas l'éviter. Par conséquent, il faut regarder de très près les contraintes matérielles, les règles, comment dire, les désirata des sponsors ou des commanditaires pour savoir les limites exactes que les chercheurs se sont imposées ou ne se sont pas imposées, car il n'y a pas de règles là-dedans. Je vous suggère de lire, si vous voulez, une histoire de la sociologie française à travers une 50aine d'enquêtes, mais 10 prises comme emblème,
surtout du point de vue des méthodes. Que coûtent les interviews, que coûtent les questionnaires, que coûte l'observation, que coûtent les archives, etc. Vous serez très intéressé. Sur la sociologie française, c'est la première enquête, on peut dire, marxiste du travail de chercheurs et des produits que sont la recherche. Marxiste, c'est-à-dire, voilà, les conditions matérielles, les gains, les gratifications symboliques, les gratifications financières, voilà le résultat d'une recherche. Bien. Il y avait une question par là-bas, non? Oui, vous avez une question. C'est officiel. Je voulais vous remercier en fait d'avoir soulevé le point du financement de la recherche parce que moi, depuis hier, on a beaucoup discuté d'enjeux méthodologiques, d'enjeux épistémologiques et tout ça. Et moi, avant de commencer ma thèse, j'ai travaillé dans un projet financé comme professionnel de la recherche, en fait. Donc, la petite main ouvrière pendant 2 ans. Et j'ai beaucoup été dans cette idée très pragmatique des conditions de production de la recherche. Donc, c'est quelque chose qui n'avait pas encore été abordé. Donc, je vous remercie beaucoup de l'avoir fait. Par rapport aux étudiants qui peuvent être instrumentalisés, en fait, par les professeurs ou les chercheurs, je voulais juste ajouter qu'en fait, ça peut être dans les 2 cas, en fait. Hein, l'instrumentalisation peut se faire des 2 côtés, à mon avis. Ben, je ne veux pas non plus donner un côté négatif à ça, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose d'assez positif aussi au financement de la recherche et aux projets financés. Parce que du moins au Canada, moi, je viens du Québec et ça marche beaucoup comme ça. À la fois, effectivement, il y a un danger d'instrumentalisation du travail des étudiants, mais à la fois aussi, ça peut permettre une intégration dans une équipe de recherche, comme vous le disiez tout à l'heure, vous le proposiez, de l'importance de travailler dans un collectif. Là, c'est clair que c'est un collectif qui est hiérarchisé, mais ça permet déjà de se faire des contacts, donc ça, c'est quand même bien. Donc, je trouve qu'il y a des aspects quand même positifs à ça, mais je voulais juste les soulever parce que moi, j'en ai profité. Et il y a aussi des côtés négatifs. Je pense que c'est important de les dire aussi. Mais je trouvais que, en tout cas, du moins, moi, j'en ai bénéficié et je trouvais que ça, c'était bien. Et aussi, ça permet de rencontrer des gens, de sortir de l'isolement et de rencontrer des gens qui travaillent sur les mêmes sujets ou des sujets parallèles. Et après, je trouve que c'est vrai que c'est un bon... votre proposition, je la trouve tout à fait intéressante. C'est-à-dire de l'utiliser comme tremplin pour peut-être s'organiser en collectif plus, avec des relations plus horizontales. Et de là, partir et se former... En petit collectif. Donc voilà, c'était simplement un commentaire pour vous remercier en fait d'avoir abordé cette dimension. De rien, de rien. Bon, c'est mon devoir, c'est mon devoir de dire maintenant ce que je pense. Je ne l'ai pas dit pendant beaucoup de temps de ma vie active pour éviter des conflits trop graves. Mais maintenant, je dis ce que je pense. Si vous aviez été là ce matin, je vous aurais raconté qu'est-ce que j'ai appris en sociologie à Toulouse, puisque j'ai fait mes études à Toulouse. Alors, je ne sais pas ceux qui étaient là, ils vous raconteront. Ils vous raconteront. Oui, moi aussi, je voudrais vous remercier parce que déjà ce matin, quand j'ai animé donc l'atelier, enfin j'ai présidé le module avec Michel, et le problème de l'histoire s'est posé parce que moi j'ai évoqué justement ce problème de l'histoire en disant qu'à l'époque, dans l'enseignement de la sociologie, l'histoire était, enfin quand moi j'ai été formée au départ, était obligatoire, faisait partie des, parce que j'ai été formée à Tours, faisait partie des enseignements de base, disons que les étudiants, des UV obligatoires. Et je trouve que le fait d'avoir reçu cette formation en histoire m'a beaucoup servi pour mon terrain au Congo, pour comprendre certaines choses. Parce que là-bas, nous n'avons pas toujours les outils qu'il faut. On a l'observation. Et je me réjouis aussi, là, mais les doctorants qui sont ici peuvent témoigner du fait des sujets que je donne aux étudiants, souvent dans la méthodologie, l'observation, parce que nous n'avons pas beaucoup d'ouvrages, mais on a un terrain. Et je pense qu'avec les moyens que nous avons, les travaux qu'on demande ou des devoirs, c'est travailler, savoir d'abord observer. Et c'est très, très important. Et puis, au niveau de l'histoire, je pense aussi, et je voudrais attirer l'attention des étudiants qui viennent du Sud, parce que c'est très important pour nous de connaître, pour le contexte, de s'appuyer sur l'histoire. Et tout à l'heure aussi, dans l'atelier où j'étais, on a eu à encadrer des étudiants. Et souvent, le problème du contexte se posait, parce que ça permet de comprendre pourquoi il y a telle situation, pourquoi le problème se pose, au moins pour aider même à poser le problème de sa problématique. Et je crois que c'est très, très important de faire recours à l'histoire. Enfin, dans notre cas, je parle du terrain africain. Donc, je vous remercie d'avoir invité ça, d'avoir mis en relief cet aspect. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à des jeunes encore de temps en temps.
Je ne savais pas, Monsieur Grossetti, je ne vous connaissais pas. J'ai entendu beaucoup parler de vous, hein, parce que j'ai eu des étudiants qui ont travaillé avec vous, Suto, etc. Oui. Et puis, je sais, mes collègues de la fac, qui ont fait la première année, essuyer les plâtres à la fac à Toulouse, m'ont parlé également de vous. Robert Bage, Manuel Viguier, tout ça, qui sont mes camarades. Qui sont mes camarades de découverte de la sociologie, quoi. Oui. Jean Penef, ce n'est pas le football dont nous allons parler, ce sera plus tard. Moi, je me suis toujours dit, et le travail sociologique ne peut se faire sans aussi la prise en compte de l'expérimentation sociale de soi, dans le collectif. C'est-à-dire, on est inscrit dans la lutte des classes. Ça, c'est inévitable. Alors maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'au niveau de la France, au niveau partout, même en Afrique, dans le cadre de la mondialisation, c'est que de plus en plus, on a proclamé la fin des idéologies, où l'individu s'affirme en tant qu'individualiste, et c'est difficile de mener une recherche, j'allais dire, sans un soubassement idéologique. L'avantage de votre génération, moi je viens juste après, c'est que il y avait des combats d'idées, des combats idéologiques. Aujourd'hui, ce sont des combats individualistes. Je suis membre du CNU d'anthropologie, élu, mais je ne peux pas vous dire comment ce problème traverse tous les CNU, mais toutes les disciplines. C'est aujourd'hui, quel regard avez-vous sur le rapport entre l'individualisme et la recherche en sciences sociales humaines, en recherche en sociologie? Vaste débat qui peut nous amener loin. Sur ce problème de l'expérimentation de soi au cours de la recherche, j'essaie de retrouver la citation que je donne de William James. Il faut que les chercheurs ne fassent jamais abstraction de tout ce dont les hommes font l'expérience. Et c'est de l'expérience des hommes dont il faut toujours traiter. C'est une belle phrase, mieux racontée que moi, que je la simplifie ici. Mais vous la retrouverez. Et à la suite de ça, je fais un grand chapitre, bien sûr, sur « Observe-toi toi-même si tu veux observer les autres ». D'abord, observe-toi toi-même, si on ne se connaît pas. Si on ne se prend pas en flagrant délit, toujours, d'arranger les données, de s'arranger avec le réel, de s'arranger avec la vie, de s'arranger avec les règlements, etc., eh bien, si on ne fait pas ce retour sans arrêt sur soi, on ne peut pas observer les autres. Observe-toi toi-même si tu veux observer les autres. Ça commence par là, une bonne connaissance de soi et surtout, évidemment, mais ça, c'est pas donné à toutes les générations, vous parlez d'individualisme. Effectivement, notre génération a été moins victime de l'individualisme parce qu'elle sortait de la guerre. Comment être individualiste dans un univers démoli, détruit, et où il fallait tout reconstruire. On voyait nos parents très peu de temps, et on vivait, nous, en groupe. Je raconte cette vie dans les petites villes là, du sud-ouest, près de Toulouse, où le fait d'être seul, livré à soi-même pendant toutes les vacances, fait des petits gangs, pas méchants, pas terribles, mais enfin, faisant assez de bêtises pour irriter la population. Mais c'est comme ça qu'on se forme, c'est dans l'attrait du risque, c'est dans la transgression un peu. Et donc, c'est ce groupe que nous avons maintenu dans la recherche également du maintien de la vie sportive. Je dis que le corps, comme dit Williams, c'est important si on veut avoir une tête. Si le corps ne marche pas, la tête ne marchera pas. Et je le sens moi-même, après un bon match, si j'ai réussi, je trouve mes idées. Ou quand j'ai bien grimpé, je trouve mon équilibre. Avoir de l'équilibre sur la paroi, ça me donne de l'équilibre dans la vie. Si je passe bien l'équilibre, si je passe bien le passage difficile, j'ai de l'équilibre ensuite dans la vie, dans les jours qui suivent. Pas tout le temps, d'ailleurs. Oui? Mais sur l'individualisme, je voudrais terminer en disant, oui, nous avons été contraints de vivre en groupe, en communauté, en équipe, solidaire, pour faire des choses. Mais la pire des solidarités, la plus grande des solidarités, quand même, c'est la guerre d'Algérie. Elle nous a soudés. Elle nous a soudés dans un refus de la dictature morale qu'on nous imposait.
Et quand on a entendu dans nos casernes le général de Gaulle appeler à la radio sur les transistors, arrêtez vos officiers félons, mettez en prison les officiers qui ne sont pas sûrs, mettez les gens qui sont en train de se révolter contre la République, c'était pendant le putsch d'Alger, alors qu'ils voulaient débarquer, la Légion, les régiments étrangers débarquer en Corse, voulaient donc atterrir en France, eh bien, ils nous ont... Arrêtez vos officiers, etc. Vous pensez bien quelle histoire, nous, les bidas, se dire à l'appel du général de Gaulle, on va arrêter le général. Mais c'était des conflits, c'était dans les casernes, c'était des bagarres. Il faut être soudé, il faut être unis. S'il y en a un seul qui s'avance là, bien, il ne survit pas. Et nous avons appris la solidarité. On ne gagne jamais seul. Il faut être plusieurs, extrêmement soudés, extrêmement unis. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, parce que moi, je ne vois que les échos lointains que j'ai à travers mes enfants, qui ont votre âge ou un peu plus, qui ont 35, 40 ans. Et alors leurs petits-enfants, c'est pas la peine d'y penser, ils sont trop petits. Mais ou les étudiants qui sont restés, qui ont cet âge et qui viennent me voir encore, comme ils disent, ils vont voir le vieux à la montagne. Ça leur arrive d'avoir envie. Et ils viennent discuter. Par conséquent, là, j'ai peu d'informations. Et je ne porterai pas de jugement. Il me semble à la fois que vous êtes individualiste par le net, c'est-à-dire que vous êtes en interaction perpétuelle, que vous avez beaucoup de connaissances, surtout, mais pas profondes. Mais c'est peut-être un jugement subjectif et faux. Vous ne lisez pas qu'on a lu. On a lu 3 ou 4 livres par semaine depuis le début. Donc, ça fait 10 000 ou 20 000 livres. J'ai lu en faisant des fiches, quoi, en faisant un petit résumé pour moi, en faisant maintenant des photocopies. 20 000 livres, c'est pas rien quand même. On a une culture, là, et j'en ai 10 000 dans ma bibliothèque. Donc, un livre, ça se prend, je disais ce matin, on s'enferme 3 ou 4 jours. Ma femme voulait bien que je m'enferme et disparaisse de la vie familiale pendant 3 ou 4 jours, mais je m'enfermais avec un livre. Là, c'est ça. Mais je ne sais pas du tout si c'est pas de l'individualisme ou si c'est le sens du collectif retrouvé à partir d'une analyse d'un grand auteur. En tout cas, je ne porterai pas de jugement sur votre génération, que je connais mal, et qui m'échappera pour toujours, et à laquelle je souhaite de la chance, bon vent. Voilà. Allez-y, puisque vous aviez la parole. Alors, c'est une inquiétude qui sera peut-être mal formulée, une inquiétude qui me vient dans le contact avec la sociologie contemporaine, et ça me fait penser, parce que vous avez soulevé... Le pragmatisme et tout ça. Et bon, j'ai été à une école où on m'a beaucoup donné de théories avant que je découvre moi-même la sociologie américaine et que j'ai une espèce d'illumination en me disant, mais oui, faut pas prendre les gens pour des idiots sociaux, allez, faut quand même s'attacher à ce terrain. Mais il me vient quand même une inquiétude quand je me dis, est-ce qu'on n'est pas là quand même pour questionner toujours, quand même garder toujours cet attachement à une réflexion théorique qui nous amène vers la pertinence de nos concepts, la pertinence de nos constructions, et pour ne pas tomber éventuellement dans ce que j'appellerais une soumission au réel, une soumission aux injonctions, justement, pour se protéger aussi des injonctions, disons, de faire une sociologie utile, toujours collé sur la réalité, toujours le nez pris sur des enjeux. J'avais juste envie de vous entendre sur cette inquiétude. Voilà. Oui, je connais cet argument. Non, comme je l'explique là dans ce livre, on ne meurt pas de manque de théorie, on meurt d'un excès de théorie. De la théorie, nous en faisons tous les jours. Vous venez d'être quitté par votre copain, tous les mecs sont des salauds, enfin, vous avez une théorie sur les hommes. Elle sert. Il n'y en a pas un moment dans la journée où vous ne faites pas une théorie, vous avez 2 ou 3 concepts, vous l'appliquez rigidement, tout ça, elle vous sert, ça vous rassure, ça vous évacue le chagrin, le stress, etc. De ça, on ne manque pas. Par contre, l'enquête que vous pourriez faire sur votre copain, si le cas était, c'est-à-dire, mais avant de le juger, c'est un salaud, oui, d'accord, oui, enfin, on parlera après. Ou si 10 ans après, vous le retrouvez, ou quelqu'un qui a été témoin, ou 5 ans après. C'est toujours l'éternel problème que je donnais aux étudiants, parce qu'ils connaissent bien les histoires sentimentales, de mœurs, ils connaissent bien. Et de leur dire, mais faites une enquête, prenez son point de vue. Il vous a vu comment? Il connaissait quoi de vous? Il a appris quelque chose sur vous? Il a réagi comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre
se mettre à sa place et tout d'un coup intérioriser les raisons qu'il aurait eu de vous plaquer. L'enquête, elle se porte là. Elle peut se résoudre dans les 2 ou 3 jours après parce que vous avez des amis qui vous disent non, réfléchis, il a mal interprété, tu lui as fait savoir, etc. Il a appris ça, etc. Ça peut se résoudre 5 ans après parce que vous avez retrouvé votre calme et votre équilibre et que tout d'un coup, cette théorie, tous les hommes et votre copain un salaud, elle ne marche pas et que vous en avez rencontré d'autres, tant mieux. Mais en tout cas, vous avez aiguiser un petit peu votre esprit d'analyse en disant que ces concepts plaqués à la rapide, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas ça qui fait arriver les choses. Regardez aujourd'hui en politique. On a une gauche, elle plaque, toc, 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 c'est vite fait. Un tel un salaud, un tel un mauvais, un tel un nul, etc. Les solutions qu'ils proposent ont 30 ans, 40 ans, c'est les mêmes. Ils continuent toujours. Ils perdent des électeurs, ils perdent de crédibilité, ils perdront toujours les élections. À l'autre bout, l'extrême gauche, la même chose. Sectaire, dogmatique, carré. Allez, on ne discute pas, ça arrange tout le monde. C'est des combines, c'est des combines. On s'injurie, on se traite de tout, on se passe le pouvoir tous les 5 ou 10 ans, et on prend les rôles que les autres ont abandonnés. On prend l'habit, le costume que les autres ont abandonné. C'est pas ça. Ça, c'est des théories. Ils appliquent des théories économiques à une réalité qui est fluctuante, qui était imprévisible. Il y a 3 ou 4 ans, avant 2008, personne ne pouvait se douter que les banques allaient s'effondrer. Et ce n'est pas fini. La surprise, il y a 3 mois, quand nous disions, nous, l'euro va éclater. Ah, on se moquait de nous. Mais non, l'euro éclatait. Il va y avoir un euro du Sud et un euro du Nord. Mais dans l'euro du Sud, attention, nous, en France surtout, on va payer le pétrole ou le litre d'essence 4 euros. C'est-à-dire on va avoir une dévaluation qui correspond à 50% en 3 ans. On veut l'euro du Sud, un euro peinard, un euro de gens au soleil, un euro qui ne travaille pas trop, etc. On l'aura, mais ça se payait très cher. Mais comme nous disons, les enfants paieront. Non, ce n'est pas nous, on ne le verra pas. Alors, attendons avant de juger. Les faits ne sont pas déroulés comme on l'attendait. L'histoire n'est pas finie. Et deuxièmement, soyons prudents pour les jugements à l'emporte-pièce. Et toujours, demandons-nous une enquête supplémentaire, un complément d'information sur tout ce que vous allez vivre, recevoir, apprendre. Essayez de comprendre en vous. Essayez de comprendre en vous. C'est compliqué de comprendre en soi. Je reprends des histoires que j'ai vécues il y a 40 ans et je les amène en montagne avec moi pendant un jour ou 2, je marche avec pour essayer de retrouver avec des papiers, des notes, comment j'ai vécu, pourquoi j'ai réagi comme ça. Comprendre ce qu'on a fait, c'est compliqué. Mais il est toujours temps de faire une enquête sur soi et de comprendre pourquoi un jour, eh bien, on a fait une grosse connerie. Voilà. C'est toujours intéressant de découvrir quelque chose sur soi qui devient réaliste, qui devient humain et qui devient en même temps juste, une explication juste. Et là, ce travail n'est jamais fini. Commencez-le, vous verrez. Et quand vous serez à mon âge, ici, à ma place, vous direz la même chose. C'est jamais fini. Et c'est toujours intéressant. C'est ça qui fait le sapiens. C'est de comprendre, c'est pas d'appliquer. Bien, merci Jean. Il faut un complément d'enquête. C'est peut-être une belle conclusion pour cette rencontre. Merci beaucoup. Tu es là jusque quand, Jean? J'ai prévu de partir demain après-midi car je vais voir mes petits-enfants. Donc c'est l'anniversaire de l'aîné au moins vendredi ou samedi. C'est fêté samedi. Donc profitez-en. Hein, profitez-en. Je lui dirai que vous n'avez pas applaudi. Voilà. Profitez-en, il est là jusque demain après-midi. Et donc nous nous retrouvons à quelle heure, André? 7h30, l'auberge de midi. Voilà. Ben, à tout à l'heure.